Le podcast du Diplo, un parcours sonore dans le numéro en kiosque. Février 2022, Épisode 23. On s'arrête. On réfléchit. Et ça ruisselle. Money. I got money. All my life I had to grind and hustle. I had to work like Kobe just to shine like Russell. They say, glad you made it happen overnight. They say, damn, you changed. I'm like, show you right, nigga. I got money. I got money. Money. I got money. Qu'il frappe sous la forme du jackpot ou de la foudre, le pur hasard isole. Lucy Elven s'intéresse aux illusions démocratiques de la loterie britannique, pages 4 et 5. La loterie britannique, vendre du rêve et vider les poches. Loterie opérée par un consortium de 5 sociétés multinationales, Camelot Group, qui réalise plus de profits que Pepsi, Purina, Coca-Cola, Nestlé, Cadbury et Walkers réunis. At Television Centre today, they were rehearsing the games contestants will play in tomorrow's live lottery programme. When the winning numbers drawn in this studio tomorrow night, it could be you who wins the jackpot. Nick Hyam, BBC News. Depuis ce jour de 1994, où 22 millions de téléspectateurs assistèrent au premier tirage historique de la loterie nationale, celle-ci est devenue le fer de lance d'un système plus enclin à la philanthropie qu'au paiement des impôts, et qui ne serait pas fâché de remplacer les dépenses sociales publiques par des bonnes œuvres de charité. Une petite partie des énormes profits réalisés par Camelot est en effet reversée à des bonnes œuvres. Lesquelles et selon quelle procédure, tout cela est dans l'article. Il fut même envisagé d'utiliser cette manne pour financer le système public de santé britannique, le NHS. Margaret Thatcher elle-même, en son temps, était opposée à l'idée. J'ai estimé que le gouvernement ne devait pas encourager le jeu, surtout lorsqu'il s'agit de la santé des gens. Cet article sur la National Lottery est accompagné par un autre, Les pigeons et les requins, centré sur l'histoire des jeux d'argent en France et la récente libéralisation des paris et du poker en ligne. Winamax, BetClick et consorts dont les profits ont bondi depuis le début de la pandémie. Victoire surprenante à l'extérieur, 4-3, sur un coaching audacieux. Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect. À propos de la loterie britannique, la sociologue Emma Casey, citée dans le papier, suggère que la structure de la loterie britannique s'imbrique aisément dans la situation matérielle des femmes de la classe ouvrière, lesquelles ne considèrent pas le loto comme un moyen de fuir leurs soucis, mais comme un loisir, adapté aux exigences de leur emploi du temps, de leur vie familiale et de leur budget. Même si les gains sont rarissimes, le ticket de loto est perçu par elles comme un investissement vertueux et responsable, peu douloureux financièrement et cohérent avec le type de routine et de comportement qui est généralement attendu des femmes en charge de la gestion de leur foyer. vertueux, responsable, cohérent et opposé au gaspillage qui sévit dans les classes supérieures. Lucy Elven ajoute encore que de son côté, l'intelligentsia très rationnelle de gauche n'est guère à l'aise avec la roue de la fortune institutionnelle qu'elle traite de taxe sur la bêtise. En revanche, il y a une époque, mais je le raconte aussi dans le livre, parce que je parle beaucoup de moi dans le livre, dans l'histoire de ta bêtise, et j'essaie de raconter comment finalement j'aurais pu à un moment être happé par la bourgeoisie. Et puis ça n'a pas eu lieu. Alors j'essaie de m'expliquer à moi-même comment se fait-il que j'ai pas été happé par ça. Histoire de ta bêtise, c'est le titre d'un ouvrage de l'écrivain François Bégodeau. Bégodeau qui nous a justement confié quelques pages de son dernier livre, Notre joie, pour un papier intitulé Colère. Page 28, où il est question d'indignation, de comment politiser la colère en la refroidissant, et aussi de cette intelligentsia très rationnelle de gauche évoquée à l'instant. Bégodeau parle de lui. Je suis capable de froideur analytique ou d'ironiser sur des forfaitures parce que ma condition me tient à distance de la zone chaude de conflictualité. Je ne suis pas dans le bus de 6h15 qui dépose mon amie en avance au parking du Leclerc où elle fume une clope maussade en attendant de prendre son service. N'ayant pas sous le nez la tête de sa conne de gérante, je n'ai pas comme elle l'envie légitime de la passer à la trancheuse à jambon.
Si la politique est la politesse de la colère, j'y suis en tant que bourgeois, mieux disposé que les non-bourgeois qui, de la politique, ont plus urgemment besoin que moi. C'est une aporie, ajoute Bégodeau, un cul-de-sac philosophique. Le bourgeois anticapitaliste réinvestit dans l'enquête méthodique sur les rapports de classe la distance par quoi sa classe s'emploie à ne rien y voir. La froideur bourgeoise le prédisposait à l'insensibilité à la violence sociale. Par une torsion biographique, elle le dispose maintenant à l'analyser. De l'enquête méthodique sur les rapports de classe, vous trouverez en page 3 sous la plume de Pierre Rimbert. Alors dans cet article, avec des amis sociologues, on a utilisé des grandes enquêtes de l'INSEE qui s'appelle l'enquête emploi, qui est faite très régulièrement depuis des décennies et des décennies. Quelle coalition face au bloc bourgeois ? Comprendre à quelles conditions la gauche, de gauche, peut-elle gagner contre Pécresse-Macron. À l'approche de l'élection présidentielle française, le sort des classes populaires ne semble pas passionner les candidats de droite et du centre. Même la gauche se laisse parfois gagner à l'idée que le destin électoral des ouvriers et des employés oscillerait entre abstention et vote pour l'extrême droite. Ce cliché repose sur une représentation profondément erronée des forces sociales. D'une part, il y a Pierre Rimbert. une trentaine de pourcents, un peu plus, des suffrages exprimés qui vont à l'extrême droite, mais ça en fait quand même 65% qui n'y vont pas. Et d'autre part, ça repose sur cette vision de classe populaire qui serait majoritairement masculine, tournée vers le passé, périurbaine, ouvrière en déclin, reposant sur l'industrie, etc. etc. Et il y a des choses tout à fait vraies dans cette image, mais il y a quelque chose par contre qui ne va pas. Cette chose, c'est qu'on pense les classes populaires comme majoritairement masculines parce qu'on reste accroché à l'image des ouvriers, qui sont encore très nombreux dans la société française. Il y en a entre 5 et un peu plus de 5 millions, et ils représentent 20% de la population active. Donc il y a aujourd'hui autant d'ouvriers que de cadres et professions intellectuelles supérieures. Mais ce qu'on n'arrive pas à se représenter, c'est que les classes populaires, alors les ouvriers et les employés, ont complètement changé en 50 ans. Ce qui a beaucoup changé, et qui est passé un petit peu, je crois, à l'as dans les représentations qu'on en a, le monde politique, les journalistes, les essayistes, c'est que les classes populaires, aujourd'hui, ce sont les femmes. Et ce, depuis 25 ans. Ces travailleuses, qui sont auxiliaires de vie, qui sont puéricultrices, qui s'occupent de produire, qui sont pas du tout, c'est pas les métiers du soin, c'est les métiers qui produisent la base de la société. L'école, l'hôpital, les infrastructures qui permettent à la société de vivre, qui sont indispensables, non délocalisables, peu automatisables et extrêmement populaires. Et justement, le bloc social qui s'oppose à cette force qui produit le bien commun, ce sont plutôt des hommes dominants, archi-dominants dans la finance et le numérique, les deux industries qui sont l'aile marchande du système capitaliste aujourd'hui. La finance, vous avez un peu plus de 80% d'hommes, exactement comme dans les industries du numérique, qui, eux, produisent des services, qui monnaient la version marchandisée et numérique des rapports sociaux que produisent les femmes qui sont employées, auxiliaires de vie, puéricultrices, qui s'occupent des autres. Et je crois que c'est assez intéressant parce que du point de vue politique, c'est un point vraiment crucial que le personnel politique devrait peut-être prendre en compte lorsqu'il élabore sa stratégie. Quelle coalition face au bloc bourgeois ? Une question en forme de réponse au dossier du mois dernier qui expliquait pourquoi la gauche perd en Europe. Parmi les raisons avancées, le délitement de l'alliance de classe qui avait prévalu tout au long du XXe siècle, l'union des classes moyennes progressistes et des couches populaires, c'est-à-dire la conjonction de l'indignation et de la politique, du chaud et du froid. Soit le sujet de Bégodeau, page 28, qui conclut d'ailleurs ainsi son papier. L'analyse est mon artisanat et mon seul tribut au combat politique. Ces lignes ne mettront en lutte personne, mais elles sont pour la lutte le mieux que je puisse faire. Je peux penser politiquement une situation d'urgence sociale, parce que je ne suis pas dans cette urgence. Or, seule l'urgence donne chair à la politique. Seule l'urgence dresse des barricades. Aporie toujours, pas de politique sans urgence, pas de politique durable sur la seule base de l'urgence. Pas de politique durable sur la seule base de l'urgence, souligne Bégodeau. Pages 6 et 7, Wolfgang Streeck analyse les dilemmes géopolitiques de l'après-Merkel, où il est encore question d'urgence. L'Europe, cet empire dont l'Allemagne n'est pas sûre de vouloir. Dans la deuxième partie de son papier, Streeck s'interroge. Est-ce à dire que la France, l'Italie et les autres États du Sud n'ont rien à attendre du gouvernement d'Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand ? Pas tout à fait.
Streeck prédit que l'Allemagne acceptera de nouvelles formes de financement direct et indirect des États par la Banque centrale européenne, et notamment des règles moins strictes en matière de dette publique. Après tout, dans le système capitaliste, s'endetter est devenu la réponse classique des États démocratiques en crise. Une réponse dont même la patrie de la ménagère Souabe, réputée pour sa pingrerie, commence à reconnaître l'utilité. Selon Berlin, nulle réforme des institutions ni révision des traités ne serait requise pour atteindre ces objectifs, du moment que l'accroissement de la dette pourra se justifier par une situation d'urgence. Et les urgences ne manqueront pas. Donc si l'on suit Streeck et le propos précédent de Bégodeau, pas de politique durable sur la seule base de l'urgence. Il ne faut pas s'attendre à une ligne politique très claire. Car si Paris et Berlin sont partagés quant à l'attitude à adopter à l'égard de Moscou, la coalition allemande au pouvoir elle-même est divisée à ce sujet, l'Allemagne étant très dépendante de la Russie pour son énergie et en même temps très hostile à Poutine à propos du dossier ukrainien. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken le 8 juin 2021 devant le Sénat, répondant à une question du sénateur Rob Portman. Nous soutenons l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'Ukraine dispose de tous les outils nécessaires pour avancer dans cette direction. Nous travaillons tous les jours avec Kiev en ce sens. Il faudrait bien sûr une décision unanime des autres membres de l'Alliance Atlantique. Certains y sont moins favorables, me semble-t-il, mais cela étant dit, l'Ukraine doit se tenir prête pour adhérer prochainement à l'OTAN. La crise ukrainienne fait l'objet de l'éditorial de Serge Halimi, Guerre et démocratie, centré sur les États-Unis et les budgets obèses du Pentagone. Rien de tel pour souder les élus républicains et démocrates qui, le reste du temps, s'affrontent et miment l'insurrection ou la guerre civile. Et d'une analyse de David Turtry, Ukraine, pourquoi la crise ? Pose la question du moment choisi par Moscou pour engager ce rapport de force. Pourquoi jouer ce jeu risqué et pourquoi maintenant ? David Turtry qui souligne aussi combien les Européens sont hors jeu dans cette affaire, alors même que Paris et Berlin n'ont jamais été favorables à une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Cet édito et cette analyse sont en une du Diplo de février. Depuis la déclaration d'Anthony Blinken que nous entendions à l'instant, les dépêches de l'agence France-Presse se succèdent. Psychose, 19 janvier. Biden promet un désastre à la Russie si elle envahit l'Ukraine. 20 janvier. Les États-Unis autorisent les pays baltes à envoyer des armes américaines à l'Ukraine. Même jour. La Russie annonce des manœuvres navales dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique et la Méditerranée. 21 janvier. En cas d'agression de l'Ukraine, la Russie doit s'attendre à des coups considérables et graves, prévient Scholz, le chancelier allemand. Le même jour, Anthony Blinken. Les États-Unis répondront à une agression de la Russie, même non militaire. Même jour. Moscou promet les conséquences les plus graves si ses préoccupations sont ignorées. 22 janvier. Londres accuse Moscou de chercher à installer un dirigeant pro-russe à Kiev. Le lendemain. Moscou appelle Londres à cesser de propager des absurdités. Même jour. Le pape préoccupé par l'Ukraine et le risque pour la sécurité européenne. Le soir. Washington ordonne le départ des familles de diplomates américains à Kiev. 24 janvier. Boris Johnson. Envahir l'Ukraine pourrait conduire à une nouvelle Tchétchénie pour la Russie. Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères. L'Union européenne appelle à éviter la crise de nerfs. Ce même 24 janvier. Washington place 8500 militaires en état d'alerte. 25 janvier. Biden souligne l'unanimité totale avec les Européens. 27 janvier. Pékin appelle Washington à cesser de perturber ses JO d'hiver. 28 janvier. Pour le président ukrainien, le plus grand risque pour l'Ukraine, c'est la déstabilisation de l'intérieur. Un peu plus tôt dans la journée, il avait appelé l'Occident à ne pas susciter la panique. 28 janvier toujours. La Russie interdit d'entrer plusieurs responsables européens. 29 janvier, Joe Biden. Washington enverra prochainement des troupes en Europe de l'Est. Dans la foulée, même jour, Boris Johnson va exhorter Poutine à reculer pour éviter une effusion de sang. Pendant ce temps, sur France Inter, on écoute la ministre de la Défense Florence Parly, ex-ministre socialiste sous Jospin. Alors le président de la République a annoncé il y a quelques jours que la France était prête, si l'OTAN le décidait, à déployer des éléments militaires en Roumanie. À quelle échéance d'ailleurs ? Dès l'instant où on nous demandera de nous déployer, et bien sûr... Et combien d'hommes pourraient être déployés en Roumanie ? Plusieurs centaines d'hommes. 30 janvier, à l'heure où nous enregistrons cet épisode. Londres va proposer à l'OTAN un déploiement militaire majeur en Europe. Pendant ce temps, l'Ukraine appelle la Russie à retirer ses troupes de la frontière et à dialoguer.
But I'm Alfred Hitchcock. I am. I can prove it. Sure, everybody is. I am. I insist. Ces cris sont d'Alfred Hitchcock, dont vous avez sans doute reconnu sous cette litanie de dépêche AFP la bande-son du film Psychose. Hitchcock qui crie, Hitchcock qui introduit des téléfilms ou qui annonce des publicités à la télévision américaine, bref. Hitchcock dans le salon. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to a new season of Alfred Hitchcock Presents. Les rapports du cinéaste au petit écran sont détaillés page 27. S'il ne faisait pas de géopolitique, le roi du suspense, selon l'expression consacrée, avait choisi de s'impliquer directement dans de grands débats sociaux au travers de films courts. Réalisés dans des conditions de rapidité bien éloignées de celles du cinéma, ces petits films sont autant de petites fictions aux chutes inattendues, qui partent toutes de situations de la vie ordinaire que vivent des gens ordinaires. Relations au travail, au sein du couple, avec l'enfant, accidents d'automobile, agressions, harcèlement, viol, meurtre. C'est le monde du fait divers assurant une identification maximale. L'œuvre d'Hitchcock pour la télévision américaine débute en 1955 et compte plus de 300 titres. 268 sujets de 28 minutes de la série Alfred Hitchcock Presents. Il en réalise 17. Puis 93 sujets d'1 heure de la série The Alfred Hitchcock Hour. Il en réalise 1. Hitchcock va assumer le direct, en assurant chaque fois la présentation en personne, de telle sorte qu'il ne cesse de s'interroger sur la télévision, en même temps qu'il fait œuvre de télévision. Et là se tient l'innovation, poursuit l'historien du cinéma François Albera. Cette démarche lui permet de développer un discours sur la télévision elle-même et sa dépendance à la publicité, mais aussi sur la société et la culture américaine. Mais pas sur la politique étrangère, donc ce n'était pas son sujet. D'ailleurs, ce n'est pas non plus, et c'est autrement plus saugrenu, celui des journaux télévisés français contemporains, ce qui ne laisse pas d'interroger. Quand les médias se moquent du monde. David Garcia, qui a signé récemment dans nos colonnes une enquête sur France Inter et une autre sur EDF, s'intéresse ce mois-ci à la grande oubliée des JT, l'actualité internationale. Le soleil, lui, sur les villes et sur les champs. Tout là-bas un paysan suit sa charrue en chantant. Deux messieurs bien parlant de chasse et de chiens dans un bar américain boivent le whisky du matin. Faudra-t-il qu'une guerre mondiale éclate pour que les grands médias audiovisuels français questionnent les candidats à l'élection présidentielle sur la politique internationale ? Le soleil, lui. L'insistance sur les contraintes liées à la mondialisation a beau être devenue obsessionnelle, le traitement accordé aux autres pays n'a cessé de se dégrader. Pour rendre justice à cette enquête en une du Diplo de février, il faudrait entrer dans les détails, faire entendre Claire Chazal, David Pujadas, Michel Cotta ou encore Arlette Chabot. Les sujets touristiques qui maintenant sont très présents dans les JT, avec des séquences... Ouais, mais c'est pas désagréable ce que je vais vous dire, mais le Diplo, c'est chiant. Comme la politique intérieure, D'accord. La tambouille, c'est chiant. Ouais. Ça peut être très chiant, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, après... Or, nous devons rendre l'antenne, Alfred. Nous verrons donc cela plus tard dans le mois avec David Garcia. Et d'ici là, faites comme Hitchcock avec sa télé, cassez-la. Oh, now we have a commercial. That is, you have a commercial. I'm swearing off. Good night. Le podcast du Diplo. Salomé Sakier. Thibaut Henton. C'est fini pour cette fois-ci. Prochain épisode dès que possible et d'ici là... Rendez-vous en kiosque. Parrainez un proche. Abonnez-vous.